Combien de fois on me l'a dit celle-là? Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi ça me tue ça. C'est juste dingue en fait, c'est pas moi qui crée la fumée, c'est pas moi qui a allumé le feu en fait. Il y a des confrères à moi qui m'ont dit, mais enfin, réfléchis, fais attention, tu as des enfants, tu as une famille, tu as une femme. C'est un dossier quand même qui nous a meurtris à tous. Tout le monde a oublié dans cette affaire la présomption d'innocence, mais tout le monde, hein, quand vous êtes accusé de terrorisme, il n'y a plus rien, c'est un joker, on peut faire ce qu'on veut de vous. Des fois, j'ai l'impression d'avoir vécu un cauchemar avec cette affaire. Quand je repense à tous ces détails, il y a eu un dérapage. Pendant les 2 jours que je suis au commissariat, les 48 heures, j'ai cet espoir. Ils vont s'arrêter, c'est pas possible. Ils sont en train de faire une énorme erreur, ils vont s'en rendre compte à certains moments, c'est pas possible. Il était 8h ce matin quand une première explosion a dévasté l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. L'explosion a eu lieu il y a quelques minutes, en plein centre de Bruxelles, dans une rame de métro à la station Malbec. Les premiers blessés sont soignés à même le sol. J'apprends la nouvelle, je prends mon téléphone, je prends vite un café et je sors. Et je vois directement au pas de ma porte la situation, comment elle est palpable, le stress, je vois des policiers partout, et surtout je vois des policiers cagoulés, ce qui n'est pas habituel. Et donc en marchant, je vois la presse aussi, beaucoup de journalistes de la presse internationale, et je ne sais pas ce qui se passe, ce que j'ai entendu c'est explosion. Est-ce qu'il y a une explosion de gaz? J'en sais rien. Donc j'apprends que c'était Daesh qui était derrière cette affaire, et ceux qui ont fait ces attentats ont une tête d'arabe en quelque sorte. Et donc les policiers me regardent, et tu comprends bien que toi tu as le visage qui ressemble un peu à ça. Et je dis, mais attendez, vous imaginez ce que vous dites? Vous jouez l'amalgame. Si eux ils ont fait ça, c'est justement pour créer la confusion parmi les citoyens, pour pas créer de confusion, etc. Je décide quand même de rentrer parce que je vois que la situation est vraiment, je me fais contrôler à tous les coins de rue, et je me dis c'est chaud. Et donc 2 jours plus tard, je suis chez moi, je reçois un appel d'un ami qui me propose d'aller chercher son frère, à l'aéroport de Liège, parce que les avions avaient été déroutés vers Liège. À Bruxelles, on ne pouvait plus atterrir à Bruxelles. Et donc, il me propose de faire la route avec lui. Je dis ok, pas de souci. Et il vient avec sa sœur. Moi, je monte à l'arrière, et on prend la route. Il y a des embouteillages, il est vers plus ou moins 17h. Et on arrive devant les tunnels de Bruxelles, et il y a une déviation dans le tunnel. On est obligé de sortir devant la place Poularde. La place Poularde, c'est là où se trouve le palais de justice de Bruxelles. Donc on passe devant ce rond-point, et c'est là où la police va intervenir. Une voiture bleue, banalisée, qui venait par la gauche et qui bloquait le chemin. Et une autre aussi qui est venue directement aussi par la gauche, et ainsi de suite. On a essayé encerclé, et des policiers sont sortis. Mon ami qui est chauffeur, et qui voit ça, et dit ça c'est la police. Du coup ce policier, je vois son flingue, il me vise et il tremble. Et là j'ai vraiment peur. Je vais mourir quoi, en fait. C'est dans ces conditions que je vais mourir, c'est comme ça. C'est le silence qu'il y a. Pas une injonction genre levez vos mains, police, vous voyez, ce genre de choses. Non, rien. Un silence de mort. Silence qui annonce une tempête. Et donc il me vise et il tremble. Et là, je me dis, voilà, cette balle va partir en fait. Et j'ai un policier qui tape sur la vitre de gauche et qui me demande d'ouvrir la portière, geste par geste. Il me dit vraiment tout doucement. Et donc, je montre bien ma main. Je voyais ma main, donc je vais la mettre sur la poignée. Et donc je mets la poignée, je touche la poignée. Je vais bien ouvrir. Comme ça, vous êtes au courant. Ça, je détaille tout. Et donc j'ouvre et il s'écarte en fait. Mais vraiment 2 mètres. Mais c'est instantané, c'est-à-dire qu'il était là, et puis il recule, et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ils doivent intervenir. Enfin, pourquoi ils ont attrapé mon ami directement, et moi, ils m'ont pas sauté dessus, je comprends pas. Et puis, il demande à la sœur de mon ami de faire la même chose, de sortir aussi. On sort tous les deux, elle me regarde, genre, qu'est-ce qu'on fait? Fait comme dans les films américains. Et j'écarte, je mets mes mains sur la tête, et j'écarte les jambes. Et là,
il me demande de me retourner. Et c'est là que je vois une lumière qui me tape dans les yeux et que je vois que c'était un tireur d'élite qui était sur un véhicule qui visait depuis le rond-point. Et je leur dis, mais attendez, on obéit à tout ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez vous calmer ? C'est du stress pour rien en fait. Nous, on a obéi depuis le départ et on ne sait pas ce qui se passe. Donc à ce moment-là, ils me mettent des bandeaux sur les yeux et ils nous embarquent chacun dans un véhicule. J'arrive au commissariat et j'ai affaire à des policiers en cagoule, avec gros gilet pare-balles et tout le tralala, c'est quand même impressionnant. Et je vois plusieurs, donc tous ces policiers concentrés sur moi. Et je me dis, boula, c'est gros cette affaire, je sais pas ce qui se passe, mais c'est gros. Et je leur dis, mais pourquoi je suis là ? Et on me dit, tu sais très bien, arrête de faire le malin. Ils me mettent dans une pièce où on me demande de me retirer mes vêtements. Et moi, ils m'ont donné une salopette orange. C'est quoi ? C'est Guantanamo ça ? Vous allez m'emmener à Guantanamo ? Et ils prennent mon bonnet, ils me disent, est-ce que je le porte souvent ? Je dis, bah oui, quand il fait froid. Donc ils prennent ce bonnet et ils le scellent dans un plastique. Et il me dit, on l'a. Ouais, quoi. Moi, je me dis à ce moment-là, il faut que tu notes tout. Parce que tu vas déposer plainte après tout ça, parce que c'est grave ce qui se passe. Donc, la cellule, c'est la cellule 18 dans laquelle ils me mettent. Et j'arrêtais pas de leur dire, ouais, mais attendez, j'ai des droits, ouais, non, t'as aucun droit. Et ils me mettent directement dans une autre pièce où ils demandent de présenter mes mains. Jusque-là, pas de souci, jusqu'à un moment où il prend un genre de tampon avec un autocollant et il me les dépose sur les paumes de mes mains. Dans la pièce, ils étaient au moins 8. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous me faites ? Vous allez subir des prises d'empreintes, vous allez avoir des prises ADN, des genres de trucs, etc. Je suis pas au courant, je peux savoir au moins qu'est-ce qui se passe. Et on me dit, non, tu sais très bien pourquoi tu es là, c'est toujours la même chose. Ici, j'avais vraiment peur qu'ils fabriquent des choses, qu'ils déposent des éléments sur mes mains, etc. C'est pour ça que j'ai eu un réflexe, j'ai mis mettre directement mes mains derrière le dos. Et je leur dis, mais je veux savoir maintenant. Vous me dites pourquoi je suis là. Parce que je ne vais plus répondre à vos questions là. Je vous dis non à tout, en fait. Tant que je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est des arguments, tu sais, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Si t'es là, c'est pas pour rien. Voilà, je me dis, ça n'a pas de poids, tout ce que vous êtes en train de me dire là. Pourquoi je suis ici ? Qu'est-ce que vous me reprochez ? Et un policier, il me dit, c'est le plus correct de tous, qui est calme comparé aux autres. Si tu nous donnes ton téléphone, donc tu décodes ton téléphone, et que tu nous donnes tes empreintes et l'ADN, eh bien, je pourrais te dire pourquoi tu es là. Le policier sort, discuter avec d'autres policiers dans le couloir. Ils étaient vraiment une vingtaine dans le couloir, c'est pas plus. Et puis il revient, ils ouvrent la pièce, ils rentrent tous. Il me dit, tu es soupçonné d'avoir participé aux attentats de Bruxelles. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça ? Et là, je les vois, et je vois plein de regards qui attendent une réponse, genre, qu'est-ce qu'il va dire ? Et là, moi, en voyant ça, je me dis, mais ils sont complètement fous, en fait. Parce que moi, j'ai rien à voir avec ça. Donc je me dis, mais ils sont complètement malades. Et j'ai un fou rire. Parce que je vois tous ces regards contre moi qui attendent. Je me dis, mais vous gourrez, en fait. Vous vous imaginez même pas. Vous faites une énorme connerie, quoi. J'ai rien à voir avec ce que vous pensez, je sais pas quoi. Mais là, vous vous trompez. Et moi, je vois tous les gilets pare-balles et tout ça. Et je me dis, mais tout ça, c'est pas pour moi. Moi, je sais pas, vous vous trompez. Et là, ils trouvent ça marrant. Non, c'est juste la situation qui est dingue, quoi. Il y a des morts. Il y a 32 morts. Plus de 240 ou 300 blessés, je sais plus. Et je dis, mais non, je sais pas. Et là où ta cache d'armes ? Vous êtes une bande de tarés, en fait. Et là, les coups commencent. On me bouscule. Mais tu vas parler. Tes amis, on les a eus. Non, mais et ça va être comme ça pendant des heures, en fait. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis juste dépassé. On me met 2 menottes, une paire de menottes à la gauche, à droite. Ils prennent la chaise et ils retournent la chaise sur une genre d'étagère. Donc je suis à l'envers. Ça, c'est la première torture que je vais subir dès le départ. L'un passe après l'autre. C'est-à-dire qu'un policier essaye, il n'y arrive pas, et ben un autre essaye, et c'est lui qui va genre qui va me faire cracher le morceau. Et il y a toujours un policier qui fait le gentil pour dire regarde, si tu nous dis tout, ça va s'arrêter, ça va se calmer, etc. Balance tout, et tout s'arrête. On arrête de te frapper, on arrête, tu pourras aller te reposer tranquillement. On va te ramener des gaufres, etc. Avec des coups, avec la violence, ils veulent que je dise oui. Mais jamais je vais reconnaître un truc que j'ai pas fait. Jamais.
Donc après ça, ils vont me ramener en cellule et je vais attendre de passer devant celui qui va m'auditionner pour en savoir plus. Et je vais pouvoir parler avec mon avocat quelques minutes avant, je sais pas quoi lui dire, et donc il me dit, si vous êtes avec la police, dites-leur la vérité, puis si ça se passe mal, je vous verrai sûrement demain au palais. Ok, maître. Donc quand je vais être interrogé, je vais voir un gars à gauche, prendre des notes. Et je dis, c'est qui? On me dit, c'est un gars du FBI. Je rigole. Et je dis, c'est quoi son rôle? C'est qui lui? Ce qui fait que noter, c'est quoi? C'est un profiler. Quelqu'un qui décerne le profil d'un individu pour voir si c'est un criminel. Et donc, il me pose la question de savoir qu'est-ce que mon emploi du temps, des 2 jours, 3 jours précédents. En fait, j'avais raté une coiffe. J'avais utilisé une tondeuse et elle s'est cassée ma tondeuse. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'ai un vide de la tondeuse ici. Et donc je leur dis, justement, c'est la raison pour laquelle je porte un bonnet. J'attendais d'aller chez le coiffeur pour régler ça. Pourquoi? Vous avez voulu changer votre coiffe, faire ressembler à quelqu'un d'autre, ou c'était quoi l'idée? Non, c'est juste que ma tondeuse est tombée en panne et je devais aller chez le coiffeur. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi je suis là? Jusqu'au moment où ils vont me déposer une photo. La célèbre photo avec les 3 terroristes de Zaventem en poussant leur chariot. Observez bien, analysez et dites-nous ce que vous en pensez. J'observe, je sais pas. Oui, c'est la photo qu'on voit dans tous les médias des terroristes de Zaventem, oui, mais elle est floue, etc. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un? Non. L'homme portant un chapeau, à droite, vous êtes sûr de ne pas le reconnaître? Non, je ne reconnais pas. Regardez bien. Et ils insistent, hein. Je regarde bien. Je dis non. Et ils me disent, ce serait pas vous? Et c'est à ce moment-là que je me dis, oh, mais merde, il croit que c'est moi, c'est lui. C'est tout ça pour ça, en fait. Mais vous êtes fous, vous êtes tarés, vous voyez bien que le mec, il me ressemble pas. Regardez les épaules. C'est pas possible de pas se rendre compte que c'est pas les mêmes personnes, en fait. Et je dis, mais ça se voit, je suis beaucoup plus mince que cette personne. Ouais, mais vous êtes peut-être rembourré de coussins ou regardez mon visage, je sais pas. Ouais, là, c'est vrai qu'il a une petite ressemblance juste un peu dans le bas du visage. Mais c'est tout. Même le haut, il est beaucoup plus joufflu, ça se voit qu'il a plus de kilos en fait. Et donc, c'est là que j'apprends qu'il y a un témoin qui me reconnaît sur la photo, que je serai l'homme au chapeau, le 3e terroriste, et la personne qui est montée dans son taxi. Le jour des attentats, les 3 terroristes, appellent un taxi qui les emmène de leur appartement jusqu'à l'aéroport de Zaventem. Et donc, ce taximan est le seul témoin de l'affaire. Nous, on est convaincus que c'est vous. Ils me disent ça, je suis choqué, ils me remettent dans la cellule, et on va me transférer chez le juge d'instruction. Le lendemain, des policiers sont venus me chercher, c'était d'autres policiers. Correct, polis, comme ils sont sympas, je leur dis, écoutez, je vais vous prendre un témoin, ils m'ont frappé, vos collègues, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Je raconte tout ce qui s'est passé dans le commissariat. Nous, on peut rien faire pour toi, là, tu vas aller chez le big boss. Tu vas aller chez le big boss, c'est le juge d'instruction. C'est lui qui décide. Je suis Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles, et j'ai notamment assuré la défense de monsieur Chefou Fessal. Donc j'arrive au palais de justice, je suis emmené dans une pièce, et là je vois mon avocat. Je dis à ce monsieur, je dois vous poser une question parce que pour moi elle est importante. Et je suis rassuré quand je le vois, je dis, maître, je suis content de vous voir, je vous raconte pas ce qu'ils m'ont fait. Alors là, pendant quelques secondes, je dois dire que je suis sonné, je réfléchis, je dois reprendre mes esprits parce que je ne m'attendais absolument pas à être consulté dans ce dossier. Et là, je commence à lui raconter, et lui, je le vois dans une position, il a la main sur la tête, comme ça. Et il dit, non, arrêtez, vous me touchez fou, parce que c'est trop grave, là. Attendez. Si vous êtes mêlé à ces attentats, j'ai un problème puisque je connais une magistrat dont le petit-fils a été tué dans l'attentat du métro à Malbec. Mon avocat, si vous pensez que j'ai à voir là-dedans, maître, ça sert à rien de me défendre, quoi. Et il me dit, non, attendez, je vais lire votre PV. C'est du gros dossier, monsieur Chefou. Son innocence est tellement exprimée avec force. Regardez la photo, maître Martins. Que j'ai tendance à me dire que c'est pas par hasard. Regardez-moi, maître Martins. Je pense que je fais même pas genre 60 kilos, quoi. Il regarde la photo, il lève les yeux, il me regarde. Mais non, c'est pas possible que ça soit vous. Ça, c'est vrai, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Et donc j'accepte de défendre ce monsieur et de me présenter chez le juge d'instruction. Là, j'ai eu affaire à un humain qui réfléchit 2 secondes en disant, attends, mais il faut l'écouter. Et le deuxième humain que je vais rencontrer, c'est aussi le juge d'instruction.
Le juge d'instruction est très clair et dit « Monsieur, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Vous avez été reconnu formellement sur photo par le chauffeur de taxi qui a transporté les 3 terroristes à l'aéroport et dont le seul qui a survécu est l'homme au chapeau. Vous êtes considéré sur base de cette reconnaissance comme étant l'homme au chapeau. » Il commence à me demander mon itinéraire et il me demande pourquoi j'ai marché à Malbec et tout ça, etc. Je lui explique que j'ai fait un reportage, que j'habite pas très loin des institutions européennes et quand j'ai entendu le truc, l'explosion, je suis sorti pour en savoir un petit peu plus et j'ai pris des images. Voilà, c'est tout. Et puis après, je suis rentré quelques heures plus tard. Et donc il me donne des informations que la police m'a jamais parlé de ça. Il me dit, vous savez que le terroriste, il a marché à 2 pas de chez vous? Ah non, je suis pas au courant. Il me dit, il a marché à pied. La police dit que ça pourrait être vous. C'est probable. Et vous portez plus ou moins les mêmes vêtements. Je dis, monsieur le juge, j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai des choses à faire. J'ai ma mère aussi. Elle avait la santé de mon père. Je devais m'occuper de ça. Donc j'ai des choses à faire, monsieur le juge. Laissez-moi rentrer chez moi, s'il vous plaît. Et là, il me dit, mais vous vous rendez pas compte, monsieur Chefou, dans quelle affaire vous êtes, hein? Ça va pas être aussi simple que ça, monsieur Chefou. Comme ça, je vais vous dire, on va aller étape par étape. On va organiser, monsieur va être au milieu de plusieurs figurants face à ce chauffeur de taxi et il me dit, maître, vous allez être présent pour vous assurer que les choses se passent bien. Nous sommes le vendredi, je me rappelle, la veille des vacances de Pâques. Ça fait longtemps, normalement, je devrais plus être là, mais je vais jusqu'au bout des choses et je reste. Ils me mettent dans une pièce avec la vie de Santin et je vois des individus. On est 5 au total. Il y avait un blond avec moi à droite, un blond de type caucasien qui ressemble pas du tout. Donc, et les personnes n'avaient pas de lacets. Donc ils ont juste été chercher dans les cachots les personnes qu'ils avaient arrêtées pour les mettre là. C'est tout. Ils vont me demander de choisir un numéro. Moi, je vais choisir le 3 au hasard. Et je vais me placer au milieu. Cette salopette qui flotte, je vais la prendre et je vais la redresser, enfin la tirer pour bien montrer que je suis pas gros en fait. Je suis assez fin. Donc je vais rester comme ça, persuadé que dès qu'il va me voir le témoin, il va dire que c'est pas lui, j'ai fait une erreur. Je suis convaincu par ça. Les policiers prennent un chronomètre et là le chauffeur de taxi, dès qu'il rentre, il a aucune hésitation. Directement, il reconnaît monsieur Chefou. Moi, je suis effondré parce que j'étais persuadé, j'étais convaincu qu'il n'allait pas le reconnaître. Et donc, je dis au juge d'instruction, j'ai un réflexe et je dis, tiens, je voudrais bien revoir les images des personnes à l'aéroport de Zaventem, les 3 terroristes. D'un coup, je vois que l'homme au chapeau pousse le chariot sans gants, contrairement aux 2 autres. Et là, Martin se dit, mais vous vous rendez compte? Le terroriste dépose ses mains sur le chariot. Où est le chariot, monsieur le juge? Parce que il y a les empreintes du terroriste. Et c'est ça qui va prouver que c'est pas mon client. J'ai trouvé ça extraordinaire. On était vendredi. La plupart des juges auraient dit, il y avait le lundi de Pâques qui venait, auraient dit on va continuer mardi. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses enquêteurs, les gars, demain rendez-vous à 8h. On va bosser sur le dossier parce que j'ai moi aussi quelques interrogations. Dans votre malchance, vous avez de la chance. Croyez-moi. Et il me le dit comme ça parce que je suis un des juges ici qui respecte le plus les droits de la défense. Croyez-moi, monsieur Chefou. Vous savez, il y a plein de juges. Et ils attendent que de ça, de prendre ce dossier. Moi, je suis pour la recherche de la vérité. Et donc, il m'a regardé et il m'a dit, écoutez, vous allez retourner au commissariat. Si c'est pas vous, je vous libère instantanément. Et là, ça a été très long. Très long parce que j'attends. J'attends d'être libéré, en fait. J'attends qu'on me dise, c'est fini, tu vas pouvoir rentrer. Et rien. Il y a 2 policières qui vont venir chez moi pour me demander mon ADN. Au moment où elle finalise, elle le met dans une autre boîte qui était pas avec le mauvais code barre, si vous voulez. Et moi, je lui fais la remarque, je lui dis, mais attendez, c'est pas la bonne étiquette, vous mettez le code barre de l'enveloppe vide. C'était pas celle qu'elle avait ouverte. Ah, pardon. Et on doit recommencer. Et là, je me dis, mais c'est quand même dingue de se tromper dans un truc comme ça. Ça allait faire perdre du temps encore. Est-ce que c'est volontaire ou pas? J'en sais rien. Je l'ai senti dès le départ, qu'ils étaient à cran. J'ai même vu des sacs de couchage. Les policiers dormaient dans le commissariat. Ils bossaient non-stop, en fait, depuis. Ils ne rentraient pas chez eux. Quand le témoin a confirmé que c'était moi, après la vie de Santin, il y a eu inculpation. Et là, je vois en fait le changement mais radical des policiers. On me traite de terroriste, de djihadiste, de grosse merde, d'assassin, et ça va pas arrêter. Là, ils vont me mettre dans un cachot, et en fait, je vais devenir comme une bête de foire pendant toute une nuit. Et ça va m'énerver.
Je fais 2 unités de prière, je prie. Et on vient me dire, tu pries ton Allah et on insulte ma religion, on insulte mon Dieu. Ah, c'est lui, c'est confirmé, tu vois, il prie. Et là, je réalise, je vois la caméra en haut, et je me dis, ils sont en train de me regarder, parce qu'il y avait une caméra dans la cellule, ils sont en train de me regarder, en fait, dans une pièce, et ils se marrent, en fait. Et je suis comme une bête de foire, et c'est pour ça qu'ils viennent ouvrir le clapet chaque fois, pour me voir de plus près. Parce qu'ils me voient dans un écran. Et ils veulent voir le terroriste, quoi. Alors, j'ai rien à voir avec ces gars-là, ils sont complètement malades. Et j'avais du papier toilette, je prenais du papier toilette, je salivais et je couvrais la caméra. Vous me voyez ici, hein, je suis bien. Donc pas besoin d'une caméra pour venir pour m'humilier. Et là, il m'a dit, si, tu vas voir c'est quoi la vraie humiliation. Si tu retires pas ça tout de suite, on va t'accrocher un poteau tout nu. Et ils sont venus avec genre équipe d'intervention, quoi. Il y a un policier, il s'est mis avec ses genoux sur ma poitrine. J'arrivais même pas à lui dire que je ne sais plus respirer. Il me tordait ma cheville. Ils m'ont vraiment frappé violemment. Je me suis évanoui. C'était ça leur objectif en fait, m'arracher mes vêtements. Qu'est-ce que je peux cacher derrière mon slip? Je veux dire, même ça, ils me l'ont arraché. Mais ce qui m'a réveillé, c'est le froid. Il y avait de l'humidité, un truc mouillé. Et c'est plus tard que j'ai vu que c'était le sang, mon sang. J'ai saigné beaucoup des mains. Et j'étais vraiment, littéralement, sur une flaque de sang. La seule position la moins désagréable, c'était en boule, avec levé sur mes 2 orteils. Le lendemain, des policiers sont venus vers 11h du matin. C'est 3 policiers en cagoule. Un des policiers porte une carte autour du cou. Et c'est sa carte de police, avec son visage. Et il y avait son nom, prénom dessus. Yann, je ne sais pas si tu sais, mais on voit ta photo. Ta cagoule, ça sert à rien. Il regarde sa carte, il la prend, il la met dans son pull et il me frappe. Il me donne une claque. Et donc, il me violente et son collègue, il me jette une salopette blanche cette fois-ci. Plus que l'orange, c'était une blanche simple de peinture. Il me balance ça et il me dit porte-la. Je lui dis écoutez, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne la mettrai pas. Je vais voir un médecin pour constater de toutes mes blessures, de tous les coups que vous m'avez fait, de toute la torture que j'ai subie ces 2 derniers jours chez vous. Donc il me dit non, tu vas pas avoir de médecin. Nous, on a pour ordre de t'emmener en prison. C'est le cauchemar, moi, ce qu'il m'annonce là. Hein. Comment ça, prison? Moi, je m'attendais à être libéré, hein, que ça se termine, et il me dit non, prison. Et je dis non, je bougerai pas, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vous dis non. Et alors là, je vous jure, j'en dors pas encore aujourd'hui. Ça a été le moment le plus humiliant de toute ma vie. Donc il m'attrape mes jambes, et à 2, ils y arrivent pas. Et le 3e policier resté devant la porte, ils lui ont demandé de rentrer. Même cagoulé, j'ai vu si je veux sortir, j'ai vu que c'était une femme. Et elle m'a attrapé les jambes, et j'étais tout nu. Hein. J'étais tout nu. Je suis quelqu'un de pudique, extrêmement gêné de me retrouver le sexe à l'air, avec 3 individus. Je me sentais violé. Personne ne m'a fait ça dans ma vie. Je me suis emporté. Je lui dis, mais vous êtes des minables, vous êtes des merdes. Ils n'arrêtaient pas de me frapper. En fait, ils me frappaient, mais dans les mêmes endroits. Par exemple, il y a un, il me tapait dans les côtes, mais il me tapait au même endroit. Avec ça, la douleur de la veille, je disais, bon, je vais le mettre, c'est bon. Vous voulez quoi? Que je mette la salopette? C'est bon, je vais m'habiller là chez moi, je vais m'habiller. Et dans la voiture, c'était une voiture, une Peugeot noire. Il m'a mis la capuche de la salopette sur la tête et il voulait me couvrir les yeux avec. Et moi qui leur dis que c'est des terroristes, etc. Et il me dit, tu vas fermer ta gueule, tu vas fermer ta gueule. Non, je vais pas fermer ma gueule, c'est dans les dictatures qu'on ferme nos gueules. Il a pris son pistolet et il me l'a pointé sur la tête. Parle et je vais te donner une balle dans la tête. Et on a commencé à rouler comme ça. Après cette histoire de flingue là, je n'osais plus parler. Il me transfère, il me met dans la cellule, et à peine, même pas 5 minutes qu'il me mette dans la cellule, que la porte s'ouvre à nouveau, et il vient avec une télévision. Et je me souviens, parce que j'étais sur le lit, je voulais me lever, par respect. Quand quelqu'un vient, moi je me lève, en me disant, tu bouges pas, reste assis. Comme si tout geste que je fais, en fait, est interprété par un acte dangereux, vous voyez. Il la branche pour moi et tout, il prend la télécommande, et il commence à zapper les chaînes, il me dit, vous voyez, vous êtes sur toutes les chaînes, hein. On parle que de vous êtes une star. Bonsoir à tous, mais qui est Faisal Chefou?
Faisal Chefou, 31 ans, est-il l'homme au chapeau? Voici le visage de Faisal Chefou. Cet homme arrêté jeudi devant le palais de justice de Bruxelles. Ex-journaliste indépendant. Ses voisins, interrogés cet après-midi, parlent d'un homme discret, mais abordable. Je vais me voir dans les chaînes américaines, les chaînes internationales. Hein. Je vais devoir supporter le coup. Tout ce que j'entendais là, c'était hyper important parce que j'avais aucun regard de ce qui se disait de l'extérieur. Et là, il me ramène le plat. Je vois des spaghettis, il me donne une assiette en plastique. Et dessus, je vois vraiment des crachats. Ça se voit, il y en a plusieurs. C'est vraiment, c'est épais quoi. Et je regarde, je fais, mais attendez, c'est quoi ça? C'est du crachat. Je vais pas manger ça. Et puis t'auras rien d'autre. Hein. Ben, je dis, bah, c'est ça, je bouffe pas. Grève de la faim, pas grave. Je mange pas. Vous croyez que je vais manger ça ou quoi? Vous m'avez pris pour qui? Et pendant 2 jours en prison, en fait, je commençais à péter un câble parce que je commençais à parler tout seul. En me disant, mais est-ce que t'es allé ou pas? L'un d'eux pourrait bien être Mais non. Faisal Chefou. Mais non, et je me parle moi-même comme ça. Mais non. Et puis sincèrement, je parle à la télévision. Parce que comme ils arrêtaient pas de dire, c'est l'homme au chapeau, c'est l'homme au chapeau. Mais c'est pas l'homme, je suis pas l'homme au chapeau. Et j'ai des réflexions comme ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Et j'arrêtais pas de gueuler, mais je suis le seul à savoir dans ce putain de pays que c'est pas moi. Vous savez que si c'est pas moi, c'est que votre terroriste, il est dehors, hein. Ah, c'est une menace, fils de pute. Mais non, c'est pas... Réfléchissez, s'il y a un terroriste dehors, c'est qu'il va faire peut-être quelque chose. Et vous êtes là pendant que vous êtes occupé sur moi, ben le mec, il est à l'extérieur, quoi. Et oui, prenez ça comme une menace. Elle est où ta cache d'armes? Ils sont tes complices. À ce moment-là, je suis le seul à savoir que c'est pas moi. C'est fort, hein? C'est horrible. Ouais, on est en Angleterre. Donc, voilà, je vais juste mettre un peu de chauffage, désolé. J'ai un peu froid. Voilà. Il y a effectivement un gouvernement, des ministres qui demandent d'avoir des résultats, des policiers qui sont mis sous pression, donc il y a tout ça. Et donc, quand on met la pression à quelqu'un, je dirais que ce sont déjà les germes de l'erreur judiciaire. Ici, il y a eu un dérapage. Je m'inquiétais pour ma famille. Qu'est-ce que ma famille pense actuellement avec tout ce qui se passe à la télé, ce qu'ils sont en train de dire, etc. Et je suis inquiet dans le sens que, qu'est-ce qu'ils sont en train de leur faire? Merde, on va pas prendre ma mère. Ils vont pas faire ce qu'ils sont en train de me faire à ma mère. Ils vont pas faire ça à ma sœur. Ils vont pas faire ça à mon père. Là, je réagis. Ça fait 4-5 jours maintenant que c'est passé. J'ai été arrêté. Il n'y a rien qui avance. Attendez. Est-ce que je peux avoir le règlement d'ordre intérieur ici, de la prison? Et je vois, j'ai le droit à un appel téléphonique. Et donc, on m'autorise à appeler ma mère. Et là, ça a été une délivrance pour moi. Maman, tout ce qu'on raconte dans les médias, c'est absolument faux. Je t'aime, je vous aime tous. Mais elle était déjà rassurée. Je sais bien que c'est pas toi, je t'ai pas éduqué comme ça. C'est pas mon fils. Je sais très bien tout ce qu'on me raconte, c'est pas toi. J'ai fondu en larmes. Ma mère sait que c'est pas moi. Voilà, qu'on m'accuse, je m'en fous. Tout le monde croit que c'est moi. Je m'en fous. Je sais que c'est pas moi. Et je sais que ma mère, elle sait que c'est pas moi. Je suis en paix. Et puis le lundi de Pâques, sauf erreur de ma part, je reçois un appel. J'étais à ce moment-là en Corse sur la plage. Maître Martins. C'est le juge d'instruction qui m'appelle. C'est le juge d'instruction de Coster. Je suis surpris. Je lui dis oui, que se passe-t-il? Il me dit, maître, vous avez parfaitement raison. On a commis une erreur. Et ce que vous avez demandé permet de disculper totalement votre client. Nous savons désormais qui est l'homme au chapeau. Et nous le recherchons et je libère immédiatement votre client. C'est fait en 3 minutes, hein. J'ai tout rangé, j'ai nettoyé la cellule, à l'eau, tout, nickel, les draps pliés, le lit terminé, mes affaires prêtes. Je suis prêt à partir. Quand je sors, je vois les gardiens qui baissent tous la tête. Et je leur dis alors, je suis pas une preuve vivante qu'il y a des innocents en prison. Et je suis monté directement dans le taxi. Quand on est arrivé devant chez moi, j'ai vu une tonne de journalistes devant la porte en train de m'attendre. Ah, j'ai demandé au taximan, tu démarres, continue. Il me dit on va, je vais chez ma mère. Et là, je cours pour rentrer. Et il y a des journalistes américains qui me suivent. Donnez-moi juste un peu le temps. Juste de dire bonjour à ma mère, quoi. Juste de la prendre dans mes bras. Et je vais vous répondre. Juste donnez-moi du temps.
Ils ont pris leur téléphone, ils ont commencé à filmer pendant que je prends ma mère dans mes bras et tout ça. Avec tout ce que la presse m'avait fait, je pouvais pas supporter ça. Dehors! Sortez! Je viens de sortir de prison. Vous me donnez même pas un temps pour prendre ma mère dans mes bras, etc. Vous filmez sans autorisation, etc. Donnez-moi ces images. Je les ai tous mis dehors. Là, je me suis enfermé dans le silence pendant un mois à cause de ça. Même aujourd'hui, en racontant cette histoire que j'ai racontée à plusieurs personnes, j'ai toujours des frissons en moi parce que on aurait d'abord dû prendre les empreintes. On aurait dû être vigilant vis-à-vis du chariot. Je crois qu'on l'a récupéré in extremis, vous imaginez. On aurait dû faire ses devoirs génétiques avant de se positionner. Certains magistrats, certains policiers ont du mal à oublier et à avoir cette culture du doute qui doit, je vais même aller plus fort, les hanter à tout moment de leurs décisions, parce que les décisions qui sont prises sont très lourdes de conséquences sur les personnes qui sont suspectées. Et qui a eu des conséquences, je dirais, pendant des années sur M. Chefou, tant qu'il n'a pas été innocenté par la Chambre du Conseil. Il y a encore des personnes qui croient que M. Chefou fait ça, est quand même mêlé de près ou de loin à ces faits-là. Quand j'ai été libéré, en fait, le parquet a juste communiqué, il a été remis en liberté, Chefou Faisal a été remis en liberté, faute de preuves. Ils n'ont pas dit, nous avons commis une erreur, nous avons fait une erreur, il a été remis en liberté. On n'a pas assez de preuves. Dans l'esprit des gens, c'est ça. Donc l'enquête continue, et d'ailleurs, je reste inculpé. Je dois attendre donc le procès. Le procès n'a pas encore commencé. C'est pas François qui est accusé, ou Manu, ou c'est Faisal, c'est le petit arabe, c'est celui qui pourrait correspondre. Et ça, c'est juste pas possible. La police a été victime de ça, en fait. Ils sont tombés dans le piège, et la justice aussi. Et que la justice et la police belge tombent dans le piège des terroristes, c'est juste minable, en fait. Trop de personnes sont jugées sur des apparences, des préjugés, des évidences. Nous sommes en train de chiffrer le préjudice et nous allons assigner l'État belge. Aujourd'hui, ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi que je dors pas, en fait. On ne peut pas dormir avec un traumatisme pareil. J'étais un genre de punching ball, en fait. National, international. Il est impossible que je reprenne une vie normale après ça. Je l'ai compris dès le départ. La police me suit pour d'autres affaires qui sont en fait des affaires fallacieuses, qui n'ont rien à voir. Hein. Alors, j'ai peur de tout. Je ne suis pas parano, je suis méfiant. Si la police ne me protège pas, qui peut me protéger, en fait ? En sortant de prison, j'ai reçu 2 menaces de mort. Ça a des conséquences. Je suis comme un acteur, en fait. J'ai pas écrit l'histoire, j'ai pas écrit le scénario. J'ai aucun mot à dire, en fait. Je vis le truc. Comme je sais que la police peut m'accuser à nouveau de n'importe quoi, je vais essayer d'investir dans du matériel de surveillance chez moi pour prouver, en fait, pour filmer et récolter des preuves. Moi, depuis ces 5 ans et demi, j'ai eu beaucoup de perquisitions, beaucoup d'arrestations, beaucoup d'accusations. Et aujourd'hui, je suis pas à l'abri d'une nouvelle accusation. C'est comme si on l'aura, c'est une question de temps. On finira par l'avoir. Franchement, j'ai envie de partir d'ici. J'ai envie de quitter le pays parce que je me sens plus en sécurité par cette police et par cette justice. Avant, c'était des journaux, c'est-à-dire que si on diffamait une personne, ça passe dans un journal, le journal va à la poubelle, ça va dans les archives et ça disparaît, ça disparaît. Là, c'est sur Internet, c'est un encre indélébile. Ça fait 5 ans ici que j'essaie de recommencer et c'est juste pas possible. On m'a piqué mon identité, je dois rattraper, je dois récupérer ça en fait. Depuis, je suis en invalidité maladie. Il est impossible de reprendre une vie normale, un travail dans les médias avec le CV qu'ils m'ont fait maintenant, qu'ils m'ont mis. C'est pas évident quoi. En fait, je suis tristement célèbre. Ça me poursuit, et souvent, mais je tombe sur des gens qui m'appellent l'homme au chapeau dans la rue. En fait, j'ai vécu un film d'action qui s'est transformé en film d'espionnage. Donc, tu vois, ici, il y a le sac ils appellent ça le sac de prohibé, donc c'est l'inventaire des pièces à conviction. Donc là, j'ai gardé ça aussi. Ça, c'était une des arrestations où on voit toutes les affaires qui sont saisies, GSM, etc., avec une ouverture du plastique. Et je garde articles de journaux aussi, et puis des convocations de police. C'est devenu mon quotidien, en fait. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Tant que cette histoire continue, tant qu'on continue à m'emmerder, moi, j'archive. Ça, c'est aussi une des dernières perquisitions, arrestations que j'ai vécues.
Tout ça, en fait, c'est pour moi, ce sont des preuves, en fait, de tout ce que je suis en train de vivre, en fait. Je suis un peu dans la résistance avec les moyens que j'ai, quoi. En prison, j'ai parlé à la télévision, j'ai dit si je sors, c'est ce que je ferai le restant de ma vie. C'est rectifier, en fait, c'est créer un média indépendant et en respectant les 10 points de la charte de Munich. Le premier, c'est de dire la vérité. Si je sors de prison, je créerai un média indépendant et je l'ai fait. J'ai dû attendre la fin de mon procès pour le faire. Et chez moi, maintenant, c'est devenu un plateau TV. Je mets tout, j'investis tout ce qui me reste. J'ai pas beaucoup d'argent, je mets tout ce que j'ai. Voilà ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est de reprendre littéralement ma vie et reprendre le métier que j'aime, apporter la vérité, chercher la vérité pour l'intérêt général. Je suis pas à l'abri d'une autre accusation et si j'ai failli mourir avec cette affaire. J'ai vraiment failli mourir plusieurs fois. J'ai jamais vu autant de canons et d'armes pointées sur moi chargées. Où je me dis c'est peut-être le moment maintenant en fait. Donc ce que je fais ici, je laisse quelque chose qui va peut-être servir aux autres si on me fait du mal. Si la police me tue, j'aurais écrit un livre, j'aurais laissé un média, j'aurais laissé quelque chose en fait derrière moi. Et non pas l'image qu'on essaie de donner de moi, la violence, non, justement l'expression. Et c'est ce que je réponds en fait. Aujourd'hui, voilà ce que je fais. Mes armes, c'est le stylo, la plume, le micro et la caméra. Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous nos podcasts sur friction.co et sur toutes les plateformes de streaming. Suivez Friction Média sur Instagram, Twitter et Facebook. Et pour recevoir nos newsletters et suivre nos actus, abonnez-vous toujours sur friction.co.